Imaginez un moment où votre vie bascule complètement. Un appel téléphonique, un mensonge découvert, une silhouette aperçue par hasard à l'aéroport, et soudain, tout ce que vous pensiez connaître disparaît. C'est l'histoire de Claire qui doit affronter l'infidélité de son mari et, plus important, reconstruire sa vie à partir de zéro. Pas une histoire de vengeance dramatique, mais l'histoire réelle de quelqu'un qui apprend que la victoire n'est pas de faire du mal à celui qui l'a blessé, mais simplement de survivre et prospérer. Vous allez rencontrer Mathieu, un homme ordinaire et faible. Olivier, qui n'est pas un sauveur, juste quelqu'un qui reste. Et Lucas, le fils de Claire, qui grandit en découvrant que les adultes ne sont pas aussi forts qu'ils le paraissent. C'est une histoire sur la résilience, sur trouver sa force dans la reconstruction patiente de soi-même. Ceci est une œuvre de fiction. La mère l'habitait depuis 3 mois, ce Nice bleu qu'elle avait promis à Lucas, le bruit des vagues contre la promenade des Anglais, le sel sur sa peau en fin d'après-midi, ces moments où le soleil teinte l'eau d'orange et où tout semble possible. Elle avait réservé les billets en secret, une décision qu'elle gardait pour elle comme un talisman. Un voyage pour Lucas, pour Mathieu, pour elle surtout, quelque chose qui ressemblerait enfin à de la joie dans cette maison qui avait oublié de respirer. Lucas parlait de la mer comme si elle était une créature vivante. À 8 ans, il racontait des histoires sur les poissons colorés et les châteaux qu'il construirait dans le sable. Chaque matin, il demandait combien de jours il restait. 3 semaines avant le départ, des chiffres étaient apparus sur le mur de sa chambre, griffonnés de sa main maladroite. Claire observait ces marques et sentait quelque chose de léger en elle pour la première fois depuis longtemps. Mathieu n'avait rien dit quand elle lui avait annoncé. Un simple hochement de tête distraitement en feuilletant son téléphone. C'était devenu ainsi entre eux. Les grandes nouvelles arrivaient comme des informations météorologiques, acceptées sans véritable intérêt. Depuis 2 ans au moins, ils vivaient sans vraiment cohabiter. Le matin, ils se croisaient. Sur Lucas, ils échangèrent des banalités, puis chacun se dispersait dans les pièces de la maison comme s'il était seul. Quand avait commencé cette distance? Graduellement, comme une marée qui se retire. D'abord, Mathieu avait cessé de l'embrasser en rentrant du travail, puis venaient les excuses. La fatigue, les douleurs au dos, un besoin de dormir sur le canapé. À un moment, Claire avait cessé de demander pourquoi, car le silence était devenu plus supportable que les mensonges à peine voilés. L'après-midi où tout a basculé, la maison était vide. Lucas était à l'école. Seule dans le jardin, observant les géraniums qui commençaient à faner, Claire a senti son téléphone vibrer. Mathieu, sa voix était étrangement plate, sans la moindre intonation. « Claire, on n'y va plus à Nice, reste à la maison avec Lucas. » Le silence qui a suivi ressemblait à du vide. Plusieurs fois, elle a dû repasser la phrase dans sa tête pour qu'elle prenne sens. Pourquoi? Il y a des problèmes au travail. Trésorerie, c'est compliqué. Je ne peux pas partir maintenant. Quelque chose dans sa voix ne correspondait pas aux mots. C'était comme si Mathieu lisait un texte qu'on lui avait donné sans vraiment le croire. Son irritation a monté doucement. Pourquoi attendre 2 jours avant le départ? Pourquoi cette soudaineté? La réponse est venue tout de suite, froide, transparente. Il venait tout juste de le savoir. Un mensonge qu'elle a reconnu comme on reconnaît une cicatrice qu'on a déjà vue. Et Lucas? Il parle de ce voyage depuis 3 mois. Je sais. Explique-lui que papa a un problème. Dis-lui que c'est reporté. Il a raccroché rapidement, prétextant une réunion urgente. Avant de disparaître, sa respiration a filtré à travers la ligne, ce petit bruit de quelqu'un qui essaie de paraître calme quand il ne l'est pas. Cette respiration contenait tout ce qu'il ne disait pas. Elle a raccroché. Pendant plusieurs minutes, Claire n'a pas bougé. Le téléphone pendait encore dans sa main. La cuisine était silencieuse, trop silencieuse. Le reste de l'après-midi, Claire a tourné en cercle. Elle a rangé la cuisine bien qu'elle n'en ait pas besoin. Elle a refait le lit bien qu'il soit déjà parfait. À 17h, elle a amené Lucas à une activité parascolaire pour ne pas avoir à lui annoncer immédiatement. À 19h, elle ne pouvait plus retarder. Lucas a pleuré silencieusement. Claire l'a serré contre elle, mais son fils était ailleurs. Elle sentait son petit corps rigide, ses pensées qui s'envolaient. Il a demandé quand ils iraient. « Bientôt », a-t-elle dit. Le mensonge lui a brûlé la gorge. Elle venait de promettre quelque chose qu'elle ne savait pas si elle tiendrait, et son fils le savait aussi. Elle le voyait dans ses yeux. Cette nuit-là, Mathieu est rentré tard,
vers 23 heures. En l'observant enlever ses chaussures, suspendre sa veste, se diriger vers la salle de bain avec la routine de quelqu'un qui voulait éviter la conversation, quelque chose a attiré son attention. Une petite égratignure rouge sur son cou, juste sous la mâchoire, fraîche et certainement pas là ce matin. Claire s'est figée. Son cerveau a parcouru plusieurs explications. Une rasade de rasoir, une branche, un accident quelconque. Mais Mathieu l'avait laissée visible, sans cache, ce qui suggérait qu'il ne comprenait pas qu'elle était visible, ou peut-être qu'il s'en fichait simplement. Elle n'a rien dit ce soir-là. Son mari a glissé sous les couvertures tandis qu'elle restait immobile, écoutant sa respiration se ralentir, jusqu'à devenir régulière, jusqu'à celle de quelqu'un qui dormait profondément, sans la moindre culpabilité apparente. Dans l'obscurité, allongée à côté d'un étranger qu'elle avait promis d'aimer pour toujours, Claire a compris quelque chose. Ce voyage annulé n'était pas vraiment sur le travail, et cette cicatrice sur le cou de Mathieu n'était pas un accident. C'était la preuve que quelque chose de fondamental venait de basculer, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé en simples explications. Silencieusement, elle s'est levée et s'est dirigée vers son ordinateur. Les billets d'avion étaient réservés pour 2 jours plus tard. Les conditions d'annulation permettaient un changement jusqu'à 24 heures avant le départ. Un ancien contact a surgi dans ses messages. Olivier, un camarade de fac qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans, qui habitait à Nice et avait posté une photo sur les réseaux sociaux la semaine précédente. Sans dormir, Claire a attendu l'aube, écoutant les bruits de la maison qui s'éveillait, sentant le poids de sa propre indécision. Une décision l'attendait, plusieurs en réalité, mais celle qui comptait vraiment était simple. Allait-elle accepter les mensonges de Mathieu, ou allait-elle faire quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire? La réponse n'était pas encore venue, mais une certitude l'habitait déjà. Elle irait à Nice, oui, mais pas pour le voyage qu'elle avait rêvé. Elle irait pour découvrir la vérité. Et cette vérité, elle savait déjà qu'elle serait bien pire que n'importe quel mensonge. 3 heures du matin. Le téléphone de Mathieu reposait sur la table de nuit, lumineux dans l'obscurité. Claire n'avait jamais fouillé avant. C'était une ligne qu'elle s'était promis de ne jamais franchir. Mais cette nuit, le sommeil était impossible et la curiosité avait gagné. Les messages étaient organisés sous un nom générique. Alain. Quel manque de créativité. Elle a lu chaque mot, chaque emoji, chaque petite phrase qui décrivait un monde parallèle où Mathieu était un homme différent. Attentif, désireux, capable d'aimer. Dès que tu peux demain matin. La réponse datait d'hier matin, avant l'appel qui avait tout changé. Je vais dire à ma femme que je ne peux pas. Donc c'était ça. Pas un problème de trésorerie. Pas une urgence au bureau. Un choix. Mathieu avait choisi, et il avait choisi de mentir. Claire a recopié le numéro sur un papier. Pas pour l'appeler immédiatement, juste pour le savoir. Tôt ou tard, ce numéro deviendrait une arme. Vers 7 heures, Mathieu s'était réveillé. Son baiser sur son front avait été distrait, machinal, comme on touche une table. Puis, il avait disparu sous la douche, et des notes de fredonnaison avaient traversé la porte fermée. Heureux. Cet homme était heureux. La rage avait été immédiate et totale. La décision avait suivi presque naturellement. Elle irait à Nice. Avec Lucas. Seule. Pas comme fuite, comme vengeance. Mathieu verrait paniquer. Il verrait que ses mensonges avaient des conséquences. Il verrait sa femme et son fils lui échapper, et il comprendrait enfin ce qu'il avait perdu. Elle avait préparé les valises calmement, sans hâte, chaque vêtement plié avec une précision chirurgicale. Les nouveaux billets avaient été achetés en ligne, utilisant l'argent de son propre compte, quelque chose qu'elle ne faisait jamais. Mathieu voyait tout, contrôlait tout. Mais pas cette fois. La note sur la table de cuisine était courte. Nous partons à Nice comme prévu. Besoin de clarifier les choses. Lucas avait demandé si papa venait. Elle avait menti sans hésitation. Oui, papa nous rejoindra après son travail. Le mensonge n'avait pas provoqué de culpabilité immédiate, juste une satisfaction glacée. Elle venait de faire de son fils une arme et cela lui plaisait. Cela devrait lui faire du mal. Ça ne lui en faisait pas. En route vers l'aéroport, le petit garçon avait vomi dans le taxi. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient vitreux. Il sentait quelque chose. Les enfants sentaient toujours. « Ça va, mon amour ?» « Ouais. » Le mensonge de Lucas était aussi transparent que le sien.
Mais elle n'avait pas arrêté. Elle n'avait pas dit « Oublions ça, rentrons à la maison ». Elle avait continué, portée par sa propre inertie de rage. À la porte d'embarquement, la réalité avait frappé. Lucas endormi sur son siège, trop pâle, trop petit pour porter le poids de ce mensonge. Et Claire s'était demandé à voix basse « Qu'est-ce que je fais ?» La réponse était claire. Elle utilisait son fils pour punir un mari qui probablement ne sentirait rien du tout. Elle était devenue le type de femme qu'elle avait toujours méprisé. Mais l'avion décollait à 15h30 et elle était trop loin maintenant pour reculer. Durant le vol, Lucas avait dormi, ses petites mains crispées. Claire avait regardé par le hublot et senti la culpabilité s'installer comme une créature vivante. Quelque chose d'indésirable qui refusait de partir. Quelque chose qu'elle méritait. Son fils dormait à côté d'elle avec une angoisse peinte sur le visage. C'était sa faute. Tout cela était sa faute. Elle avait fermé les yeux et prié, bien qu'elle ne prie jamais. Prié pour que Mathieu souffre. Prié pour que sa trahison soit découverte. Prié pour que ce voyage soit la punition qu'il méritait. Et dans le silence de l'avion, une certitude s'était cristallisée, dure et froide comme du métal. Rien ne serait jamais pareil après cela. Pas pour Mathieu, qui découvrirait que ses mensonges avaient un prix. Pas pour Lucas, qui grandirait en voyant sa mère commettre l'impensable. Et surtout pas pour elle, qui venait de franchir une ligne dont elle ne pourrait jamais revenir. Nice. L'aéroport scintillait sous le soleil méditerranéen, indifférent à la catastrophe qui s'apprêtait à se dérouler. Les portes automatiques s'ouvrirent avec un souffle froid, et Claire guida Lucas à travers la foule des voyageurs, traînant les valises avec une détermination qui masquait le chaos intérieur. Son cœur battait trop fort. Ses mains tremblaient légèrement sur la poignée froide du bagage. Elle avait traversé toute la France dans un état de certitude froide, et maintenant que le moment approchait, la panique remontait lentement du creux de son estomac comme quelque chose de vivant. Lucas restait silencieux, collé à sa jambe. L'enfant avait senti quelque chose depuis le début. Pas les détails, non, mais l'intention. Cette vibration de rage maternelle qui ne disparaît jamais vraiment, même quand on essaie de la cacher derrière des sourires forcés et des promesses qu'on ne sait pas si on tiendra. À la carrousel des bagages, Claire attendit. Les valises tournaient, une procession interminable de noir et de bleu, et son esprit se demandait « Peut-être, juste peut-être, Mathieu ne serait pas là. Peut-être qu'Amélie avait menti. Peut-être que tout cela n'était qu'une illusion engendrée par sa propre paranoïa. Peut-être un retour en arrière était encore possible. Mais elle savait déjà que ce n'était pas vrai. Les portes de sortie approchaient. Cette barrière invisible qui séparait le monde des voyageurs de celui des personnes qui attendaient. L'estomac de Claire se resserrait. La main de Lucas prise plus fermement, ce qui fit lever les yeux à l'enfant. Il voulait demander quelque chose. Elle le voyait, mais il n'osa pas. Il avait 8 ans et comprenait déjà que sa mère avait atteint une limite invisible. Les portes vitrées s'ouvrirent. Et là, appuyé contre un pilier près des chaises d'attente, se tenait Mathieu. Chemise blanche impeccable, cheveux peignés, sourire aux lèvres. À côté de lui se tenait une femme blonde, environ 35 ans, en robe d'été blanche. Amélie, la femme des messages. La femme pour laquelle il avait sacrifié tout ce qu'il prétendait avoir construit avec Claire. Il riait. Mathieu avait sa main posée sur le bas du dos d'Amélie, cette position intime que Claire n'avait pas sentie depuis des années. Cette tendresse qu'il avait retirée, graduellement, comme on enlève une couverture d'un lit un soir d'hiver. Et voilà que la même main, la même douceur, était dirigée vers quelqu'un d'autre, avec une intimité qui ressemblait à de l'amour. Claire s'arrêta. Son respiration devint superficielle, les yeux fixés sur cette main sur le bas du dos d'Amélie, la robe blanche, la peau bronzée, les cheveux blonds qui bougeaient légèrement avec la climatisation. Parfaite. Absolument parfaite en comparaison de ce qu'elle était devenue. Une femme usée par 15 ans de mariage, les rides du stress gravées autour des yeux, les cheveux ternis par l'indifférence d'un mari qui ne la regardait plus. Lucas sentit quelque chose. Il serra la main de sa mère. « Maman ?» Chut. Mathieu leva la tête. Leurs regards se croisèrent à travers la foule de vacanciers et de touristes qui circulaient sans se soucier du monde qui s'effondrait. L'instant exact où il la reconnut. La panique traversant son visage comme une vague. La culpabilité quittant son expression avec la vitesse d'une porte qui claque. Ses lèvres s'ouvrirent légèrement,
Pas assez pour parler, juste assez pour montrer l'incompréhension totale. Amélie se tourna vers lui, sentant quelque chose dans le changement de sa posture. « C'est qui ?» demanda-t-elle, sa voix portant cette légèreté de quelqu'un qui n'a pas encore compris que le monde s'écroulait autour d'elle. Mathieu murmura quelque chose. Trop bas pour que Claire entende clairement. Mais ses lèvres formèrent des mots, des excuses préfabriquées, des mensonges supplémentaires destinés à couvrir les mensonges précédents. Claire ne cria pas. Pas de cris, pas de course, pas de scène comme on aurait pu s'y attendre d'une femme trompée et humiliée en public. Au lieu de cela, un relèvement du menton. Une prise de main de Lucas, ferme. Puis le mouvement, sans courir, sans trembler visiblement, vers Mathieu et Amélie. Assez près pour sentir le parfum bon marché d'Amélie, ce parfum qu'elle avait reconnu sur les messages. Un regard qui croisa celui de son mari, brièvement, assez longtemps pour qu'il voie chaque grain de déception gravé dans son iris, et les mots « Profite bien de Nice, Mathieu, profite bien de ta nouvelle vie ». Puis elle continua vers la sortie, Lucas trottinant à côté d'elle. Amélie demanda quelque chose, sa voix montant en volume. Mathieu ne répondit pas. La panique de Mathieu était palpable, même sans le regarder. La vérité remontait à la surface, explosait comme une bulle de savon qu'on crève du doigt. Lucas courut presque pour la suivre. L'enfant avait compris. Il avait vu papa avec une autre femme. Il avait vu sa mère passer près d'eux sans crier, sans pleurer, sans faire de scène. Et cela avait suffi. Cela avait dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce mariage brisé, sur ce mensonge qui était maintenant exposé à la lumière brutale de l'aéroport. Dans le taxi, sur le chemin vers la promenade des Anglais, un silence glacé régna. Lucas regardait par la vitre, ses petites mains crispées sur ses genoux. Claire observait la côte méditerranéenne qui défilait, cette mer qu'elle avait rêvée pendant des mois, et elle réalisait que ce paysage était maintenant teinté de cendres. « Maman ?» murmura Lucas, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du moteur du taxi. « Oui, mon amour ? Papa, il aime l'autre femme ?» Pas de réponse facile. Pas de mensonge qui protégerait vraiment. Ce petit garçon de 8 ans venait de comprendre en une seconde que le monde des adultes était rempli de mensonges et de trahisons. « Je ne sais pas, Lucas. » La vérité, c'était ça. Pas de certitude. Juste ce qu'elle avait vu. Un homme qui avait choisi de mentir, encore et encore, jusqu'à ce que le mensonge devienne sa seule réalité. La main de son fils prise doucement. Un accord silencieux. Nous avons vu la même chose, et nous survivrons à cela ensemble. Mais en dessous, quelque chose d'autre circulait, quelque chose que Claire n'osait pas exprimer, la certitude que rien, absolument rien, ne serait jamais pareil après ce moment. La chambre d'hôtel était jolie, trop jolie pour ce qui venait de se passer. Mur bleu pâle, vue sur la promenade des Anglais, silence assourdissant. Claire s'était assise sur le rebord du lit, tandis que Lucas dormait à côté d'elle, son petit corps tendu même dans le sommeil, comme si son subconscient savait la vérité que son conscient refusait encore d'accepter. 19 heures. Plusieurs appels manqués de Mathieu sur l'écran. Pas de messages, juste des appels. Et puis rien. Le silence après la tempête était presque pire que la tempête elle-même. Lucas s'était endormi en sanglotant, silencieusement, avec cette retenue que les enfants développent quand pleurer vraiment serait trop pour quelqu'un d'autre. Une seule question. Est-ce que papa va nous rappeler ? Pas de réponse possible. Seul avec le bruit de l'air climatisé, l'horreur de ce qui avait été fait devint soudain claire. Non pas à Mathieu, à Lucas, traîné à l'aéroport basé sur une rage personnelle. Forcé de voir son père avec une autre femme. Trompé avec des promesses de surprise, d'aventure. C'était du mensonge. C'était de la maltraitance. Le balcon, la mer noire sous le ciel du soir. Nice qui brillait de 1000 lumières. Le paysage rêvé, transformé en tombeau. Le téléphone avait vibré. « Où est Lucas ? Appelle-moi, tout de suite. » Mathieu sans préambule. « Où est mon fils ? » « À Nice, avec moi. » « Tu l'as enlevé ? Tu es folle. » « Enlevé. » Le mot avait frappé comme du métal. C'était techniquement faux. Elle l'avait pris parce qu'elle le devait, parce qu'elle ne pouvait pas supporter de rester seule à la maison. Mais tout ce qu'elle avait réussi à faire, c'était punir un enfant innocent pour les péchés de son père. « Je t'ai dit que nous partions. » Dans une note. Une putain de note. La colère dans sa voix était justifiée. Et cela rendait les choses pires.
Quand reviens-tu? Je ne sais pas. Le silence qui avait suivi avait été dur, dense. Mathieu avait raccroché sans rien dire d'autre, sobre le balcon jusqu'à minuit. Les pensées tourbillonnaient, impossible à arrêter. Lucas traumatisé endormi à l'intérieur, son petit cœur endommagé par ce qu'il avait vu. Mathieu, qui croyait sincèrement que sa femme avait perdu la tête. Amélie, qui avait probablement reçu une version de cette histoire où Claire était le monstre, la femme instable, dangereuse. Peut-être qu'elle l'était. Peut-être que tout ce qu'elle avait cru être, une femme blessée, une mère protectrice, quelqu'un digne de compassion, était simplement une construction qu'elle s'était faite pour justifier l'injustifiable, un tissu de mensonges que l'on se raconte pour continuer à vivre avec soi-même. À minuit, retour à côté de Lucas. Son fils avait inconsciemment cherché sa main dans l'obscurité, et son petit doigt s'était enroulé autour du sien, réflexe de bébé, geste de confiance inconditionnelle. Cet acte involontaire l'avait déchiré profondément. Il lui faisait encore confiance, même après tout, même après avoir vu son père avec une autre femme, même après avoir compris, sans qu'on le lui dise explicitement, que quelque chose s'était brisé à jamais dans la structure même de sa famille. La vérité était assise sur sa poitrine comme du poids. Mathieu n'était pas la raison de ce voyage. La peur l'était. Peur de rester seul. Peur que Mathieu la quitte et que le monde s'effondre. Et au lieu d'affronter ses peurs directement, de les nommer et de les admettre, elle les avait transformées en rage et les avait déversées sur une personne innocente. Sur un enfant. Sur son enfant. Yeux fermés, prière murmurée, bien qu'elle ne prie jamais. Prière pour qu'il ne soit pas trop tard. Prière pour que Lucas puisse un jour pardonner ce qui avait été fait. Prière pour que la vie offre à cet enfant une chance de ne pas être détruit par les choix des adultes qui l'aimaient, si maladroitement, si égoïstement. Mathieu avait appelé à 7 heures du matin. Pas de bonjour, pas d'hésitation. Juste une voix qui semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. On doit parler, vraiment parler. Claire avait dit oui avant de penser aux conséquences. 1 heure plus tard, la réceptionniste de l'hôtel gardait Lucas, une femme avec une fille du même âge. Parfait. Un café sur la promenade des Anglais, une table vue sur la mer, l'attente. Mathieu était arrivé en taxi, les cheveux ébouriffés, les yeux rouges. Il n'avait pas dormi. Il s'était assis face à elle et il avait commencé à parler sans préambule. Amélie est enceinte. Le mot avait suspendu le temps. Enceinte. Mathieu allait avoir un autre enfant. Avec une femme qu'il connaissait depuis combien de temps? 6 mois? 1 an? Claire avait senti quelque chose en elle se cristalliser en glace. Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis 3 semaines. 3 semaines. Avant l'appel qui avait tout commencé. Avant Nice. La trahison exposée à la lumière brutale de l'aéroport. Et il avait su sans rien dire. Mathieu avait continué, ses mots se déversant maintenant comme du poison. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne savais pas comment gérer ça. Et puis tu as appelé pour demander si on allait à Nice, et j'ai paniqué. Je lui ai dit qu'on ne partait pas. Et là, tu as décidé de partir de toute façon. Donc c'était ma faute? Non, non, ce n'est pas ce que je dis. Mais c'était exactement ce qu'il disait. Et plus important encore, ce n'était pas la raison pour laquelle il était venu. Claire l'avait vu dans ses yeux. Pourquoi tu es vraiment venu, Mathieu? Le silence avait duré longtemps. Mathieu avait regardé la mer, puis il avait parlé, et sa voix était devenue si basse qu'elle pouvait à peine l'entendre. Je veux que tu reviennes. Quoi? Je veux que tu reviennes, à la maison. Je veux que nous deux, on essaie de faire marcher ça. Pour Lucas. Claire avait ri, un rire sans humour, presque hystérique. Pour Lucas. Oui, pour Lucas. Mathieu, tu vas avoir un enfant avec une autre femme. Je sais. Et tu crois que tu peux juste revenir à la maison, avec moi, et que nous pouvons jouer à la famille heureuse, pour Lucas. Mathieu avait enfoncé son visage dans ses mains. Quand il l'avait relevé, ses yeux étaient mouillés. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne veux pas perdre mon fils. Et là, l'évidence. Ce n'était pas un acte d'amour. Pas même de regret. Un acte de peur. Mathieu avait peur de perdre Lucas, et il espérait que si Claire revenait, tout s'arrangerait magiquement. Amélie sait que tu fais ça? Fais quoi? Que tu me demandes de revenir?
Mathieu n'avait pas répondu. Elle ne sait pas, hein? Amélie pense qu'on est fini, définitivement fini. Mais tu espères que je reviens et que d'une façon ou d'une autre, tout ça disparaît? Je ne sais pas. Je pense juste que Lucas a besoin de sa mère et de son père. Ensemble. Claire avait repoussé sa tasse de café. Elle avait regardé les vagues pendant un long moment et elle avait réalisé quelque chose de fondamental. Mathieu n'était pas un monstre. Il était juste un homme ordinaire, faible, terrifié, qui espérait que les choses pouvaient revenir à la normale. Mais la normale n'existait plus. Elle n'avait jamais existé en réalité. Je ne peux pas revenir, Mathieu. Pourquoi? Parce que je n'aime plus l'idée de toi. Et toi, tu n'as jamais aimé l'idée de moi. Nous avons juste continué parce que c'était plus facile que de partir. Mathieu avait fermé les yeux. Et Lucas? Lucas va comprendre, avec le temps. Ou il ne comprendra pas. Mais il apprendra à vivre avec. C'est ce qu'on fait tous. On apprend à vivre avec ce que les autres nous font. Tu vas rester à Nice? Je ne sais pas. Peut-être. Je dois réfléchir. Combien de temps? Je ne sais pas, Mathieu. Il s'était levé. D'accord, je vais appeler mon avocat. On va discuter de la garde partagée et de la pension. C'était devenu administratif. Les détails de la destruction d'une vie. Et curieusement, cette froideur avait été plus facile à supporter que la chaleur de ses tentatives de réconciliation. Avant de partir, Mathieu s'était arrêté. Je suis désolé. Pour tout. Claire avait hoché la tête. Moi aussi. Et elle l'avait pensé. Elle était désolée. Pas pour ce qu'elle avait fait à Nice, mais pour les années gaspillées à rester avec quelqu'un qui ne la voyait pas. Pour tous les petits mensonges qu'elle avait acceptés. Pour avoir enseigné à Lucas que l'amour ressemblait à l'invisibilité. Elle était restée au café pendant 2 heures après son départ. Elle avait commandé un verre de vin blanc, puis un autre. Et elle avait pensé à la vie qu'elle allait construire maintenant. Seule. Mais enfin, honnêtement seule, sans prétendre que quelqu'un d'autre était là. Lucas avait appris la nouvelle au supermarché, pas par sa mère, par son père, qui l'avait trouvé en train de chercher des céréales et qui avait simplement dit, devant tout le monde, « Amélie a accouché hier. Tu as une petite sœur. » Une petite sœur. Pas un demi-frère ou une demi-sœur. Une petite sœur. L'équation était devenue simple. Papa plus Amélie. Nouvelle famille complète. Lucas avait continué à regarder les céréales. Claire avait senti le moment exact où son fils s'était éloigné, non pas physiquement, mais émotionnellement. Comme une porte qui se ferme lentement. Mathieu s'était tourné vers Claire. Les papiers du divorce sont prêts. Mon avocat t'envoie les documents. L'annonce du bébé et la formalité du divorce dans le même paragraphe. Comme si une vie pouvait être traitée en 2 phrases lors d'une visite au supermarché. Comment elle s'appelle? Avait demandé Lucas, sa voix très petite. Léa. Léa. Un nom simple, joli. Un nom que Claire avait envisagé quand enceinte. Mathieu se souvenait probablement. Ou peut-être que non. Les coïncidences étaient parfois plus cruelles que les intentions. 2 semaines plus tard, proposition de rencontre. Mathieu voulait que Lucas rencontre Léa. Amélie avait insisté pour préparer le dîner. Une vraie rencontre de famille, avait-elle écrit. Comme si le mot « famille » pouvait encore signifier quelque chose. Lucas était revenu différent. Pas traumatisé. Pire. Indifférent. Parlant de Léa avec fascination neutre, comme s'il décrivait un animal au zoo. Elle a les yeux de papa. Amélie dit que je dois l'aider à prendre soin d'elle. Prendre soin d'elle. À 8 ans. Mathieu avait trouvé un moyen de rendre son fils responsable d'une enfant qui n'était pas la sienne, dans une maison qui n'était pas la sienne. Les messages d'Amélie avaient recommencé. Gentils, amicaux, préoccupants. Lucas semble triste. Peut-être qu'un thérapeute. Comme si c'était sa place de suggérer. Comme si le fait que Mathieu ait construit une nouvelle vie effaçait le mensonge de l'ancienne. Une fois, je sais que c'est difficile. Nous sommes tous dans cette situation ensemble. Je veux juste que Lucas soit heureux. Nous sommes tous dans cette situation ensemble. Comme si Claire et Amélie étaient des alliés. Comme si tout pouvait être pardonné avec suffisamment de compréhension mutuelle. Les documents du divorce étaient arrivés, froids et administratifs. Pension alimentaire calculée au centime près. Garde partagée établie par calendrier scolaire. Lucas n'était plus un fils. Une ligne dans un spreadsheet. C'est après avoir signé le dernier document que la décision avait été prise. Non par rage. Par nécessité.
Impossible de rester dans cette ville. Pas dans cette maison où chaque coin rappelait une version d'elle qu'elle n'était plus. Pas près de Mathieu qui reconstruisait sa vie avec un sourire. Pas près d'Amélie qui jouait à la belle-mère compréhensive. Une offre d'emploi à Marseille. Une galerie meilleure, plus créative, un salaire qui permettrait l'indépendance. Postulation impulsive. Engagée 2 jours plus tard. Annoncer à Mathieu avait été surprenamment facile. Panique immédiate. Et Lucas? Lucas vient avec moi. Vous parlez par téléphone. Les week-ends, il vient chez toi. Je ne peux pas accepter ça. Le juge peut l'ordonner. Ou tu peux comprendre que je dois vivre ma vie. Mathieu n'avait pas répondu. Parce qu'il savait qu'elle avait raison. Annoncer à Lucas avait été différent. Sur son lit, dans le nouvel appartement loué en attente de déménagement, « Pourquoi tu me fais partir ?»« Je ne te fais pas partir. Je vais vivre ma vie. Tu viens avec moi. »« Mais papa... » Papa peut te chercher les week-ends ou tu peux aller chez lui. »« Et Léa ?»« Quoi, Léa ?» ?»« Papa dit que je dois prendre soin d'elle. » Assise à côté de lui. « Lucas, tu ne dois prendre soin de personne. Tu as 8 ans. C'est à papa de prendre soin de Léa. Tu es son frère, pas son père. » Lucas avait eu l'air perdu, comme s'il ne comprenait pas la distinction. « On va à Marseille. Nouvelle école, nouveaux amis. Les week-ends avec ton père, tu vois Léa. D'accord ? » D'accord. Mais il n'était pas d'accord. Juste un enfant qui acceptait parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Dans les jours qui ont suivi, emballage de tout. Les livres d'une époque, les vêtements qui n'aimaient plus, les souvenirs qui ne signifiaient rien, tout avait été donné ou jeté. Et au milieu du chaos du déménagement, réalisation soudaine, elle n'était pas en train de fuir Mathieu. En train de courir vers quelque chose. Vers Marseille, vers une nouvelle version d'elle-même. Vers une vie où elle ne serait pas définie par ce qu'un homme lui avait pris, mais par ce qu'elle pouvait construire. Marseille sentait différemment. L'air avait du sel, des épices, quelque chose qui n'existait pas à Lyon. Nouveau port, nouvelle rue, nouveau café où personne ne savait qui était Claire avant. Liberté anonyme. La galerie avait ses propres défis. Le propriétaire, un homme nommé Gaston, était dur, exigeant, mais juste. Il ne posait pas de questions sur son passé. Il voulait juste que le travail soit fait. Pour la première fois en années, Claire avait été jaugée sur sa compétence, pas sur son statut de femme blessée. Lucas s'était adapté lentement. L'école nouvelle, les enfants nouveaux, tout était étrange et menaçant. Mais 3 mois après l'arrivée, il avait un ami. Un garçon nommé Thomas qui aimait les jeux vidéo. C'était suffisant. Les week-ends avec Mathieu n'étaient pas faciles. Lucas partait le vendredi soir, revenant le dimanche épuisé émotionnellement. Léa était toujours présente, toujours demandant l'attention de Lucas. Et Amélie, immuablement compréhensive, suggérait que Lucas devrait être plus patient avec sa petite sœur. Mais ce qui avait vraiment changé Claire, ce n'était pas Marseille, c'était la classe d'art. Gaston avait remarqué les croquis sur le mur du bureau, des petits dessins que Claire faisait pendant la pause, sans penser à rien. Il avait demandé « Pourquoi tu ne les montres pas ?»« Pourquoi ?»« Parce qu'ils sont bons. » Elle avait ri. Personne ne lui avait dit que quelque chose qu'elle faisait était bon depuis des années. Compliments de Mathieu venaient toujours avec des conditions, des réserves, des implications qu'elle ne méritait pas vraiment la louange. Gaston avait insisté. Il y avait une classe d'art le jeudi soir à côté de la galerie. Professeur compétent. Tarif raisonnable. Vas-y. Le premier cours avait été terrifiant. 12 femmes, un professeur d'âge moyen nommé Michel et des toiles blanches qui attendaient. Claire avait peint un océan. Pas l'océan de Nice. Quelque chose de plus sombre, plus personnel, quelque chose qui ressemblait à de la douleur exprimée en bleu et gris. Michel avait regardé le travail. « C'est quoi ça ? C'est juste... » « Non. Dis-moi ce que c'est. »« C'est quelque chose que j'ai perdu. »« Alors tu l'as trouvé, parce que c'est ici. » La 2e semaine, une femme s'était assise à côté de Claire, nommée Sandrine, 45 ans, également divorcée, également reconstruisant. « Pourquoi tu es ici ?» avait demandé Sandrine. « Pourquoi toi ?»« Parce que mon mari m'a dit pendant 20 ans que je n'étais pas artistique. Après le divorce, je me suis demandé si c'était vrai. Apparemment non. » Elles avaient parlé pendant les pauses. Des maris, des enfants, des vies déconstruites.
Et lentement, sans forcer, une amitié s'était formée. Sandrine avait un groupe. 4 autres femmes, toutes divorcées, toutes dans la quarantaine, toutes cherchant quelque chose qu'elles avaient perdu. Elles se réunissaient le jeudi après la classe, autour d'une bouteille de vin dans l'atelier de Sandrine. « Comment tu as trouvé ce groupe ?» avait demandé Claire. « Accident. Une femme à mon gym m'a invitée. Maintenant, nous sommes 5 qui en parlons chaque semaine. »« Vous parlez de quoi ? De comment vous vous sentez petite ? Comment les hommes vous ont fait croire que vous étiez rien ? Comment on redécouvre qu'on est quelque chose ?» Claire était allée au premier jeudi, et au deuxième. Et progressivement, le groupe était devenu son ancrage. Ces femmes ne juguaient pas. Elles reconnaissaient. Elles comprenaient que la reconstruction n'était pas linéaire, qu'il y avait des jours où vous regretteriez tout, des jours où vous seriez furieuse, des jours où vous seriez simplement vide. Pendant ce temps, les peintures continuaient. Chaque semaine, une nouvelle. L'océan devint une forêt, la forêt devint un visage, le visage devint une femme qui marchait vers la lumière. Sans le savoir, Claire peignait sa propre transformation. Michel avait suivi le progrès. À la 5e semaine, il avait dit « Quelqu'un vient les voir. »« Quoi ?»« Tes peintures. Mon ami gère une petite galerie. Je lui ai montré des photos. Il veut les voir en personne. » Claire avait pensé que c'était une blague. Mais le vendredi suivant, le propriétaire de la galerie était venu. Il avait regardé les 10 peintures de Claire accrochées dans l'atelier de Sandrine. Il n'avait rien dit pendant longtemps. « Je veux une exposition. »« Quoi ?»« Une exposition. 6 peintures. 1 mois. Début décembre. 6 mois après son arrivée à Marseille. 6 mois après avoir signé les papiers du divorce. 6 mois après avoir fui. Et maintenant, une chance de montrer au monde que quelque chose de beau pouvait sortir de la destruction. Ce soir-là, Claire avait appelé Lucas. « J'ai une exposition. Mes peintures vont être montrées dans une galerie. »« Maman, c'est vrai ?»« Oui, c'est vrai. »« Papa et Amélie ?» ?»« Je ne sais pas, peut-être. » Mais ce qu'elle savait, c'était que ça n'avait pas d'importance. Ces peintures étaient siennes. Cette exposition était sienne. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Lyon, Claire possédait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Olivier avait 42 ans et les yeux gris d'Alghem qui avait vu plus que ce qu'il voulait voir. Il tenait la galerie où l'exposition de Claire allait avoir lieu. Pas vraiment sa galerie. Il la gérait pour quelqu'un d'autre, un arrangement qui lui permettait de vivre sans avoir à vraiment vivre. Ils s'étaient rencontrés lors d'une réunion sur les détails de l'exposition. Olivier avait demandé des modifications mineures, l'éclairage, l'espace entre les toiles, la disposition. Tous les détails que Claire avait déjà considérés. Il ne l'avait pas vraiment écouté au début. Il n'écoutait que lui-même. Mais pendant qu'il parlait, Claire avait remarqué quelque chose. Il était aussi éloigné d'elle que le ciel l'était de la mer. Divorcé depuis 5 ans. Une fille qui vivait avec sa mère à Paris. Une vie qui ressemblait à une pause plutôt qu'à une vie. Après la 3e réunion, Olivier avait dit « Je suis divorcé depuis longtemps. Je ne sais pas comment faire ça. » Faire quoi ? Être avec quelqu'un. Honnêteté brute. Pas un mensonge romantique. Juste un homme qui avait renoncé à prétendre. « Je viens de quitter quelqu'un », avait dit Claire. « Je sais, Gaston m'a tout dit. » Ils avaient pris un café, puis un autre. Pas parce que c'était excitant, parce que c'était facile. Olivier ne demandait rien, il ne promettait rien. Il était juste là. 2 semaines avant l'exposition, Olivier avait proposé un dîner. Rien de dramatique. Un restaurant sur le port. Du vin blanc. De la conversation qui coulait comme de l'eau. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» avait demandé Claire. « Rien. Personne ne dit ça. Je sais. C'est pour ça que je le dis. » C'était fou. C'était honnête. C'était exactement ce dont elle avait besoin. 3 semaines après le début, Lucas avait demandé « Qui c'est cet homme ?»« Un ami. »« Un ami qui vient tout le temps ?»« Oui. »« Est-ce que tu l'aimes ?» Claire avait stoppé. Comment expliquer à un enfant ce qu'elle-même ne comprenait pas ? Je pense que oui, d'une manière différente. Différente de papa ? Très différente. Olivier avait rencontré Lucas un samedi. Rien de préparé. Juste une visite à l'appartement et Lucas qui avait répondu à la porte. Olivier s'était agenouillé pour être au niveau des yeux de Lucas. « Salut. Je m'appelle Olivier. Tu ne me dois rien.
Je suis un ami de ta mère. D'accord? Lucas avait hoché la tête. Olivier n'avait pas essayé de le faire rire. Il n'avait pas essayé d'être cool. Il avait juste existé. Plus tard, quand Lucas était parti chez Mathieu, Olivier avait dit « Il a peur de moi. Il a peur de tout en ce moment. Je sais. C'est pour ça que je n'ai pas essayé d'être ami avec lui. » Olivier avait une vie compliquée. Son ex-femme était en colère parce qu'il ne payait pas pour l'école de sa fille. Il y avait des dettes de carte de crédit. Il y avait une mère malade qui vivait près de lui et qui demandait de l'argent constamment. Ce n'était pas un conte de fées. C'était messie et réel. Une nuit, Olivier avait dit « Je t'aime, mais je n'aime pas qui je suis. Et je ne sais pas si je peux changer ça. Je ne te demande pas de changer. Tu devrais. » Non. Parce que Claire avait réalisé quelque chose. Elle n'avait pas besoin d'un sauveur. Elle n'avait besoin de personne. Olivier était juste, présent, et c'était suffisant. Avant l'exposition, ils dormaient ensemble la plupart des nuits. Pas parce que c'était passionnel, parce que c'était confortable. Olivier avait une manière de dormir qui demandait peu d'espace. Il se réveillait et faisait du café sans demander comment préparer. Il écoutait Claire parler de ses peurs sans essayer de les résoudre. Une semaine avant le vernissage, Olivier avait dit « Je suis fier de toi ». Claire avait arrêté. Mathieu ne l'avait jamais dit. Pas vraiment. Ses compliments venaient toujours avec des conditions invisibles. Pourquoi? Parce que tu as peint, parce que tu as exposé, parce que tu as survécu. C'était simple. C'était honnête. C'était presque trop pour que Claire puisse le supporter. Le jour de l'exposition, Olivier s'était tenu à côté d'elle dans la galerie. Pas en arrière. À côté. Quand les gens arrivaient, il disparaissait. Quand Claire avait besoin de quelque chose, il réapparaissait. Et quand Mathieu et Amélie sont arrivés, parce qu'Amélie avait insisté naturellement, Olivier avait serré la main de Claire silencieusement. Pas de mensonge, pas de promesse, juste une présence. C'était suffisant. Nice. La promenade des Anglais étincelait sous le soleil de septembre, indifférente au chemin que Claire avait parcouru pour en revenir. 2 ans, 1000 jours, une éternité compressée en 365 nuits. La galerie était petite, discreto, exactement comme elle l'avait imaginé. Ses peintures occupaient les murs comme des déclarations. L'océan sombre du début, la forêt qui avait grandi, le visage fragmenté, et enfin, la femme qui marchait vers la lumière. 6 toiles, 6 versions d'elle-même. Olivier était arrivé tôt, il avait apporté du café dans des gobelets en papier, et il avait mis sa main sur le bas de son dos quand elle était nerveuse. Ce geste simple, pas possessif, juste présent, avait suffi. Lucas était venu de Lyon pour l'exposition. Mathieu avait accepté de le laisser partir un jour d'école. L'enfant avait grandi de 4 centimètres. Il avait des amis maintenant, une vie, un équilibre entre 2 maisons qu'il naviguait avec la sagesse des enfants qui comprennent trop tôt. « Maman, c'est incroyable », avait dit Lucas en regardant les peintures. « Tu crois ? Je crois que tu as transformé la douleur en quelque chose de beau. » À 9 ans, il comprenait déjà des choses que Mathieu ne comprendrait probablement jamais. Les invités avaient commencé à arriver vers 18 heures. Sandrine et le groupe de femmes divorcées, Gaston de la Galerie de Marseille, Michel, le professeur d'art, des journalistes locaux qui écrivaient sur les artistes émergentes. Une vie entière construite en silence s'était présentée pour soutenir ce moment. C'est vers 19 heures que Mathieu avait franchi la porte. Il n'était pas seul. Amélie était à côté de lui, enceinte de 7 mois maintenant, son ventre rond tenant compagnie à son expression épuisée. Léa, à 3 ans, était sur les épaules de Mathieu, endormie. Mathieu avait l'air vieilli, pas de la manière noble, de la manière épuisée. Ses cheveux avaient grisonné aux tempes. Il y avait des rides autour de ses yeux que Claire n'avait jamais vues avant. Leurs regards s'étaient croisés. Et pour la première fois depuis l'aéroport, Claire n'avait ressenti aucune rage, aucune humiliation, aucun besoin de vengeance. Juste une profonde, écrasante pitié. Mathieu s'était approché. « Tes peintures sont magnifiques. »« Merci. Je suis content pour toi, vraiment. » Amélie avait ajouté « C'est incroyable ce que tu as accompli. » Et Claire avait réalisé quelque chose de crucial.
Amélie n'était pas son ennemie. Amélie était juste une femme qui avait choisi un homme faible et qui découvrait lentement ce que cela signifiait. Les rides de fatigue autour de ses yeux disaient tout. Mathieu n'était pas un prince. Il était juste un homme ordinaire qui prenait les raccourcis émotionnels. « Comment va Léa ?» avait demandé Claire. « Bien, elle dort beaucoup. »« Et le nouveau bébé ?» Amélie avait baissé les yeux. « On ne sait pas si on peut gérer un autre. » Silence. Et dans ce silence, toute la destruction qu'avait causée l'infidélité de Mathieu était visible. Il n'avait pas obtenu sa libération. Il avait juste échangé un ensemble de chaînes contre un autre. Olivier était venu se tenir à côté de Claire. Pas pour marquer son territoire, juste pour être là. Mathieu avait remarqué. Il avait vu comment Olivier regardait Claire, non pas comme une possession, mais comme quelque chose de rare et indépendant. « Tu as l'air heureuse », avait dit Mathieu. Et c'était vrai. Claire l'était. Pas parce que Olivier était là, parce qu'elle avait peint, parce qu'elle s'était reconstruite, parce qu'elle avait survécu à sa propre colère et en avait fait quelque chose de beau. Je le suis. Mathieu avait hoché la tête. Puis il était allé regarder les peintures plus près. Il s'était arrêté devant celle du visage fragmenté, celle qui ressemblait le plus à un cri silencieux. Il était resté là pendant 5 minutes. Et Claire avait su qu'il comprenait finalement ce qu'il avait fait. La nuit s'était poursuivie. Des gens avaient parlé de sa technique. Une galerie parisienne avait exprimé son intérêt. Michel avait annoncé qu'une université voulait lui offrir un cours d'art. Sandrine avait pleuré en regardant le tableau final, celui de la femme marchant vers la lumière. « C'est toi », avait dit Sandrine. « C'est toi maintenant. » Tard dans la nuit, quand la galerie s'était vidée, Claire était restée seule avec ses peintures. Olivier dormait dans un fauteuil dans le coin, épuisé d'avoir supporté sa nervosité toute la journée. Lucas was resté avec Mathieu ce soir-là. Elle avait regardé la dernière peinture. La femme qui marchait. Elle ne courait pas. Elle ne criait pas. Elle avançait simplement, pas après pas, vers quelque chose que Claire ne pouvait pas voir sur la toile, mais qu'elle ressentait profondément. Ce soir-là, en revenant à l'hôtel, Olivier avait dit « Je pense que je t'aime. »« Je sais. » « Ça ne te fait pas peur ? » ?»« Si. Mais j'aime aussi la peur maintenant. » Le lendemain, avant de retourner à Marseille, Claire avait marché seule sur la promenade des Anglais. C'est là que Mathieu avait croisé Amélie pour la première fois. C'est là que tout avait commencé à se briser. C'est là qu'elle avait vu le mensonge exposé en pleine lumière. Maintenant, elle regardait simplement la mer. Elle ne cherchait pas de rédemption. Elle ne cherchait pas de vengeance. Elle respirait juste l'air salé et elle se disait « J'ai survécu. Non seulement j'ai survécu, j'ai prospéré. » Et c'était suffisant. Plus que suffisant. C'était tout. Vous avez suivi Claire jusqu'au bout. De la trahison à la reconstruction. De la rage à la paix. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Qu'avez-vous ressenti en lisant cette histoire ? Avez-vous cru à sa transformation ? Et Olivier, était-il le bon choix ? Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Il y a peut-être quelqu'un qui en a besoin. Merci de vous être assis avec Claire jusqu'à la fin. À bientôt pour une nouvelle histoire.